Alors au-delà d'un certain seuil, la finance ne favorise plus la croissance et peut même lui être défavorable. Mais il aura fallu la crise pour en prendre véritablement conscience. Tout au long des années 90-2000, les études empiriques consacrées au lien entre finance et croissance se sont multipliées. Et beaucoup ont été réalisées par des économistes de la Banque mondiale qui, très probablement, avaient à cœur de montrer les bienfaits de la libéralisation financière pour la croissance. Et le vieux débat qui opposait d'un côté la vision d'un Joseph Schumpeter qui considérait que la finance était tout à fait indispensable au financement de la croissance, opposé à Joanne Robinson qui, elle, au contraire, considérait que la finance ne faisait que suivre la croissance, ce vieux débat semblait même avoir été définitivement tranché. Partant de ces études empiriques qui se multipliaient, on pouvait avoir le sentiment que la finance, désormais, pourrait être considérée comme un moteur de la croissance et que les différences de performance économique s'expliquaient assez nettement par des différences de développement financier. Alors cela étant, au début des années 2000, quelques études ont commencé à pointer des problèmes de méthode et ont commencé à douter du lien de causalité que semblaient avancer les études précédentes. Et ainsi, des études nouvelles ont été réalisées, mettant en avant que le lien positif entre finance et croissance valait peut-être pour les années 70-80, mais sans doute beaucoup moins pour les années 90-2000. Donc avant la crise, ce consensus a commencé doucement à se fissurer. Avec la crise, il a littéralement volé en éclats. Les études les plus récentes sur le lien entre finance et croissance convergent tout autour de l'idée qu'au-delà d'un certain seuil, par exemple lorsque le crédit dépasse 110 à 120% du PIB, seuil qui est largement dépassé dans la plupart des pays avancés, alors notamment en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au-delà de ce seuil, la finance ne profite plus à la croissance, elle peut même lui être tout à fait préjudiciable. Alors on se doute bien qu'en la matière, c'est beaucoup moins la quantité qui importe que la qualité. Le fait que le crédit augmente ou que la capitalisation boursière augmente ne signifie pas nécessairement que la finance remplisse de mieux en mieux ses fonctions. Lorsque les volumes de crédit augmentent, ça peut être simplement du fait d'un relâchement des conditions de prêt. De la même manière, lorsque la capitalisation boursière augmente, ça peut tout simplement traduire un phénomène de bulle spéculative. Et auquel cas, c'est l'instabilité financière qui s'installe et une crise financière qui se prépare avec les conséquences que l'on sait sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur la production, sur l'emploi. La crise a bel et bien permis de s'en convaincre. Bien sûr, il ne s'agit pas d'accabler la finance de tous les maux, mais de réaliser les dangers d'un secteur financier hypertrophié. Il est important de rappeler que le secteur bancaire et financier, fondamentalement, doit servir à allouer au mieux les capitaux au sein de l'économie. Et quand le secteur financier devient hypertrophié, ce n'est plus la finance qui sert l'économie réelle, c'est l'économie réelle qui devient en quelque sorte asservie à la finance, ou bien tout simplement c'est la finance qui ne se sert plus qu'elle-même. Alors il faut par exemple être conscient du fait que le secteur financier a, dans une certaine mesure, privé l'économie réelle de talents. Les diplômés des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs ou des grandes écoles de commerce se sont évidemment largement laissés séduire par les salaires mirobolants offerts par les grands groupes bancaires et ont délaissé l'industrie. Il y a sur ces questions des travaux très intéressants de l'économiste Thomas Philippon ou du sociologue Olivier Gaucho. Et au passage d'ailleurs, on constate que le secteur financier a largement contribué à creuser les inégalités salariales. Un secteur bancaire hypertrophié, c'est aussi un secteur plus instable, car il faut le représenter comme un réseau
en extension, avec des connexions de plus en plus nombreuses. Les risques pris et échangés entre les acteurs, qui sont autant de nœuds de ce réseau, sont de plus en plus difficiles à tracer. Et surtout, une difficulté individuelle concernant un acteur a vite fait de se transmettre à l'ensemble du réseau. Le risque de contagion augmente ainsi avec l'expansion du système. Ce risque de contagion fait aussi que laisser les établissements faire faillite est extrêmement dangereux. Une difficulté individuelle peut rapidement se transformer en difficulté systémique. C'est d'autant plus vrai que les établissements sont grands, complexes, très liés les uns aux autres. C'est ce qu'on résume par le principe « too big » ou « too important to fail ». La préservation, d'ailleurs, du système coûte très cher à la collectivité en cas de problème. On l'a vérifié pendant la crise, des montants énormes de liquidités ont dû être injectés par les banques centrales pour sortir les banques de la crise d'illiquidité dans laquelle elles se trouvaient, pour essayer de rétablir le fonctionnement normal des marchés. Et en même temps, les pouvoirs publics ont tout à fait conscience d'être les prisonniers en fait, de ce principe. Pourquoi ? Parce que les établissements bancaires, se sachant secourus en cas de problème, peuvent être incités à prendre beaucoup plus de risques qu'ils n'en prendraient sans cette garantie. Donc, cette garantie, d'un certain côté, est indispensable, mais elle expose à un formidable problème d'aléa moral. Tout l'enjeu des réformes actuelles est d'améliorer la sécurité du système financier tout en renforçant la responsabilité de ses acteurs. Les grands groupes bancaires ne doivent plus pouvoir se dire que quoi qu'il arrive, ils seront sauvés sans jamais payer le prix du risque qu'ils prennent. Le renforcement actuel, par exemple, des exigences réglementaires de fonds propres, vise ainsi à renforcer la solidité des établissements bancaires et à augmenter le prix du risque. Alors cela étant, il n'est pas sûr que ces réformes prudentielles en cours parviendront à réduire la taille du secteur financier et à le reconnecter à l'économie réelle. Les exigences de fonds propres sont certes quantitativement et qualitativement renforcées, mais par exemple, le levier d'actifs autorisé dans le cadre des accords de Bâle III est encore très élevé. Concrètement, la valeur de l'actif total d'un grand groupe bancaire pourra encore représenter jusqu'à 33 fois la valeur de ses fonds propres. Pour information, ce plafond est beaucoup plus bas au Canada, par exemple. Il est limité à 23 fois. Alors pour certains, il faut compléter cela par une réforme structurelle qui permettrait de réduire la taille des établissements tout en mettant les activités de détail à l'abri des risques de marché. Ce sont toutes les propositions qui tournent autour de la séparation ou du cantonnement des activités bancaires, émanant par exemple des règles Volcker aux États-Unis, du rapport Vickers au Royaume-Uni ou encore des résultats du groupe de travail Liikanen en Europe. En Europe, effectivement, on s'oriente vers une filialisation des activités de marché les plus risquées. Il n'est pas certain que cela aidera à limiter le risque systémique dans la mesure où les connexions financières entre les filiales d'activités de marché, de banques d'investissement et les filiales de banques de détail resteront possibles. Et ce qui importe, au fond, c'est surtout de limiter les risques pris, sinon d'en faire payer correctement le prix et non pas de cantonner dans une structure ces risques de marché qui persisteront dans la mesure où la structure en question demeurera liée à d'autres entités, à des banques de détail sur le marché interbancaire.
Alors bien sûr, on pourrait envisager une séparation beaucoup plus stricte qui empêcherait toute connexion financière entre les différentes entités. D'ailleurs, d'anciens banquiers repentis défendent cette option avec ferveur. Mais pour le coup, eh bien, ce serait sans doute au risque d'une réduction drastique des possibilités de financement, autrement plus importante que celle que les banques redoutent à propos du renforcement des exigences de fonds propres et de liquidité. Au fond, plutôt que de passer à des mesures structurelles aux incidences très incertaines, mieux vaudrait poursuivre l'effort en matière prudentielle, un levier d'actifs plus strict, accompagné par exemple d'une obligation de testament, cela est envisagé d'ailleurs dans la prochaine réforme bancaire française, serait sans doute plus efficace que la séparation pour contenir les risques des activités de marché. Ça permettrait aussi de simplifier les structures, enfin le testament permettrait de simplifier les structures. Et cela permettrait également de restaurer la responsabilité des banques quant aux risques encourus. En complément de la réglementation, on peut aussi penser à la taxation des activités bancaires d'un côté, la taxation des transactions financières d'un autre côté, qui pourrait aider à dégonfler la sphère financière, à limiter les rentes, à réduire les rentes du secteur bancaire. Si l'on veut également avoir une approche beaucoup plus globale de la sécurité financière, eh bien, il faut envisager beaucoup plus de mesures macro-prudentielles que ce qui est actuellement prévu dans le cadre des accords de Bâle III. Alors, bien sûr, cela risque de peser à l'avenir sur les profits des établissements bancaires et le lobby bancaire ne manque pas de le faire valoir. Cela étant, c'est bien moins d'un secteur bancaire profitable que d'un secteur bancaire stable que la collectivité a besoin.